Long rebound. Steph, no timeout with 6. At 5, Curry for the lead. The game's a game. The game's a game. The game's a game. The game's a game. Always. 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 Bienvenue à toutes et à tous. On est comme la NBA, on s'arrête jamais. CQFR podcast non-stop. Voilà, on sort à peine des finales NBA avec un nouveau champion inédit en la personne des Denver Nuggets, que déjà on est en plein dans les rumeurs de trade, dans les trades effectifs, dans la draft qui va arriver cette semaine. Forcément, là, on va revenir en détail sur le trade de Bradley Beal qui vient de débarquer au Phoenix Suns. Je ne sais pas si vous avez vu ça, si vous n'avez pas vu tous les détails, on va y revenir pour aussi aller voir sur Basket Session si vous voulez voir un petit peu tout ce qu'implique ce trade. Et puis, semaine de la draft oblige, on aura un dispositif exceptionnel tout au long de la semaine sur Basket Session avec des articles, toutes les rumeurs de trade, voilà, toutes les infos mises à jour quasiment en live et en direct. On fera probablement une late session spéciale draft. Il y aura probablement un podcast en détail pour revenir sur la draft, donc qui aura lieu jeudi soir. Bref, tout au long de la semaine sur Basket Session, sur nos réseaux, on sera à fond sur le pied de guerre pour parler de tout ça. Et pour parler du trade de Bradley Beal qui débarque aux Suns, je suis rejoint par Antoine Pimel, Shai Mamou. Voilà, vous avez suivi de près ce trade, vous l'avez commenté ce matin dans le CQFR. Je pense que la question un petit peu inévitable, celle qui est sur toutes les lèvres et celle qui fait un petit peu, comment dire, qui donne de la transpiration du côté de Phoenix et pas uniquement pour les températures hors normes qu'il y a l'été, c'est est-ce que ce trade fait des Suns non seulement un contender mais un favori immédiat au titre. Donc pour faire court, vous me dites si je me trompe, mais donc c'est Bradley Beal qui arrive à Phoenix en échange de Chris Paul principalement, Landry Shamet. Landry Shamet. Non, il y a aussi Landry Shamet et puis des futurs échanges et des deuxièmes tours de draft dont j'ai pas le détail, mais d'ailleurs le trade n'étant pas finalisé, on n'a pas encore la mouture exacte du trade de toute façon. Oui, il y aura un joueur en plus aussi pour Phoenix au final. C'est ça, ouais. C'est Chris Paul et les fonds de tiroir qui restaient depuis le trade qui a fait venir Kevin Durant à Phoenix en gros. Alors moi, je vais commencer comme ça en fait avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet. La semaine dernière, on parlait déjà justement des trades potentiels pour Bradley Beal, des destinations potentielles, les contenders qui se mettraient sur sa piste. Est-ce que vous avez été surpris d'une part que ça soit finalement un Phoenix qui débarque, d'autre part que ça soit pour ce type de monnaie d'échange, et enfin sur le timing, voilà, est-ce que vous avez été surpris par tout ce qui s'est passé autour de Bradley Beal? Ça fait beaucoup de questions, mais ouais, c'est... Non, mais beaucoup de questions avec des réponses différentes. Faites le podcast pendant que je vais me faire un café, comme ça bien joué. Bien joué. C'est des réponses différentes. Sur le timing, je trouve que elle est très très vite, parce qu'en plus, il laissait un peu planer le suspense au départ. Bradley Beal et les Wizards vont peut-être travailler sur un trade si les Wizards décident de faire de la reconstruction. Bon, on avait compris que ça se ferait, mais c'est quand même arrivé très très vite. Sur la contrepartie, je recite encore Antoine qui avait dit « Vous verrez, ce sera une faible contrepartie ». Et comme il l'a dit ce matin dans le CQFR, c'est encore plus faible que ce qu'il pensait. Et après, sur la question plus large de est-ce que ça les place tout de suite comme favoris, je pense pas faire sensation en disant que non, dans le sens où pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de joueurs sous contrat, que c'est pas terminé, et qu'avec cette base-là, c'est super, mais que pour l'instant, autour, il y a strictement rien du tout. Donc, t'as rajouté une question là, non? Il a rajouté une question sur laquelle on est revenu après lui. Il est encore plus pressé d'aller se faire un café et de partir en week-end. Mais on est lundi, Shai, là, on est lundi. Hein. Je sais plus, il y avait 3-4 questions, j'ai placé celle-là. Il s'est dit, tiens, si je leur mettais une petite piqûre là tout de suite aux Suns. On m'a pas demandé, mais Chris Paul est un enfoiré. Mais voilà, tout ça pour dire que timing surpris, contrepartie pas si surpris que ça, parce que c'est un trade qu'ils doivent faire depuis longtemps, et je pense que les deux parties en sont arrivées à la conclusion que quoi qu'il arrive, fallait se séparer, et Bill ayant les cartes en main, il s'est fait plaisir, hein. Il a fait l'équipe dans laquelle il a voulu aller, la contrepartie qui n'avantage pas spécialement Washington, et pour la qualité du trade et le statut de favori de Phoenix, pour l'instant il y a rien autour, donc je vais pas me mouiller en disant que c'est les favoris. Ok, en fait, je sais, tu as confondu une question parce qu'il demandait si on était surpris que Phoenix soit dans le mix.
C'est Du ça, coup, voilà, voilà. je viens de retrouver. Du coup, moi, j'avoue que je suis surpris que Phoenix soit dans le mix. Ça, je l'avais pas vu venir nécessairement. Je crois d'ailleurs que quand on a parlé de Bill dans le CQFR, on n'avait jamais mis Phoenix en destination potentielle. Je crois qu'on n'avait fait aucune théorie sur cet aspect-là. Du coup, ça, j'avoue que ça m'a surpris. La contrepartie faible, effectivement, je m'y attendais personnellement, comme d'ailleurs beaucoup de monde, parce que le fait qu'il contrôle avec sa no trade clause, on pouvait s'attendre à ce que du coup, tu puisses pas, il n'y avait pas vraiment d'effet de levier du côté des Wizards, sachant qu'en plus il est payé un paquet de thunes jusqu'en 2027. Par contre, c'est encore plus faible effectivement que ce que je l'avais imaginé. Je pensais qu'il y aurait au moins une petite lutte, je sais pas, une petite mise aux enchères. Mais bon, tu vois, tu peux te dire, Bill, à partir du moment où Phoenix est intéressé, où il le sait, il va plus s'intéresser à des équipes comme New York ou Brooklyn, tu vois. Et du coup, tu as des équipes avec plus d'assets qui se retrouvent hors course. Et si c'est une lutte à deux entre Miami et Phoenix, il n'y a effectivement pas beaucoup d'atouts. Et je peux comprendre que l'envie de jouer à Phoenix, c'est quand même une ville qui plaît, c'est un marché qui plaît, il fait chaud. Bon, à Miami aussi. Et il y a Kevin Durant et Devin Booker. Donc voilà, je comprends qu'à partir de là, ils puissent dire aux Wizards, en fait, moi, je veux vraiment aller à Phoenix, quoi. Démerdez-vous, il n'y a que Phoenix. On en parle de la connexion entre l'agent de Bradley Beal, Mark Bartelstein, et le CEO des Suns, son papa. Ça joue un peu. Spécial, ouais. Alors, je sais pas si on n'est peut-être pas non plus dans du conflit d'intérêts ou des choses comme ça, parce que sinon, je pense que les Américains seraient tout de suite offusqués du truc. Mais en fait, après coup, on aurait dû y penser, quoi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'agent si vous avez prévu de vous marier dans les mois à venir, prenez l'agent de Bradley Beal comme avocat, parce que je voudrais quand même revenir là-dessus, quoi. C'était déjà absurde quand ça s'est passé, le fait que Bill et son agent arrivent à glisser une no trade clause dans cette extension de contrat. Le temps passant, ça a encore moins de sens si tu dis que les Wizards, un an après, ils sont prêts à le transférer. C'est quand même une aberration totale. Alors autant... Je peux comprendre l'aspect, on était obligé de lui proposer le max parce que sinon on allait se retrouver le bec dans l'eau, au moins c'était une monnaie d'échange. Mais justement, si tu veux que ce soit une monnaie d'échange, il faut que tu puisses l'échanger pour en récupérer le maximum possible. Et le fait qu'il ait cette clause, et donc on a regardé un peu, j'avais répondu un petit peu rapidement dans un commentaire sur YouTube, mais finalement cette no trade clause, elle est transférable aux Suns, donc les Suns se retrouvent dans la même situation maintenant que les Washington, que Washington ne l'était par le passé, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas l'occasion de le transférer où ils veulent s'ils veulent s'en séparer. C'est quand même une dinguerie de te dire que dans les 450 joueurs et un peu plus qu'il y a en NBA, le seul joueur qui a une clause comme ça soit Bradley Beal, c'est juste dingue, juste fou. Mais en fait, c'est juste un truc, c'est que le fait qu'il y ait le front office échangé à Washington, je pense qu'ils ont voulu tout de suite dire peu importe la perte, c'est pas nous de toute façon qu'avions acté la clause de Bradley Beal. Tant pis, peu importe ce que ça coûte, on va solder les comptes et on va repartir de zéro. On veut vraiment repartir de zéro. Et même si là, les gens vont analyser le truc en se disant que c'est la cata, au moins nous, on repart avec un nouveau... Avec Landry Shamet, ça va, c'est cool. Ouais, c'est pour ça que le timing n'est pas forcément surprenant au final. Et si, c'est surprenant que ça soit allé aussi vite, ça c'est vrai. Mais c'est compréhensible par contre de te dire avant la draft tu sais que tu es déjà retiré de ça, tu sais déjà dans quelle direction tu vas prendre, et c'est quand même souvent le problème des Wizards, c'est qu'ils savent pas où aller. C'est pas qu'ils font que des mauvais choix, ils font beaucoup de mauvais choix, mais ils font pas que des mauvais choix, mais souvent ils font des choix contradictoires. T'as l'impression qu'ils vont dans un sens puis dans un autre. Ce sera plus le cas ce sera plus le cas parce que oui, Will Dawkins c'est un poulain de Sam Presti, hein. Donc là il veut quoi qu'il arrive, il y aura des paris, ils vont tenter des choses. Ça c'est... Bon, je dirais pas que c'est un pari parce que mais c'est un move un peu surprenant dans la composition du trade, mais il va se passer des choses comme ça. Et même Michael Winger qui travaille avec lui, qui sera le président, c'est quelqu'un qui est aussi connu pour son activité. Donc après coup, sur le coup, c'est très surprenant. Puis après, quand tu vois un peu les composantes du trade entre qui travaille qui est lié sur le plan familial avec qui, quel est le passé de chaque personne impliquée dedans, tu te dis finalement bon, c'est pas si surprenant en fait. Bon, on peut passer peut-être au volet Phoenix en fait, puis après on reviendra sur Washington quand même et sur les axes pour la suite. Moi, ce qui me surprend un petit peu finalement dans l'arrivée de Bradley Beal, c'est que voilà, on en parlait récemment alors c'est marrant parce qu'on a fait un podcast pour dire les super teams c'est fini. Vendredi dernier avec Antoine on revenait sur les parcours de Miami et de Denver en disant voilà, là c'est quand même des exemples d'équipes qui sont quand même construites un petit peu sur la longueur avec du développement de joueurs, etc. Là Phoenix a fait un virage complet, on le savait déjà avec l'arrivée de Kevin Durant, puis là encore renforcé. C'est que j'ai quand même un peu de mal sur le papier à voir la complémentarité de ces trois joueurs.
Je dis pas qu'ils peuvent pas jouer ensemble, je dis pas que leurs qualités peuvent pas s'assembler, mais pour moi, finalement, la complémentarité me saute pas aux yeux, et notamment, encore une fois, c'est une équipe qui va jouer un peu le va-tout offensif, du moins qui a fait ce choix-là, le tout pour l'extérieur, tout offensif. J'ai pas de souvenir récent d'exemple où c'est réussi de faire à la fois une reconstruction rapide comme ça, et en même temps en misant avant tout sur l'attaque. On en reparlait, je crois que c'est avec toi Antoine ou avec vous deux la semaine dernière, je sais plus, sur le cas de Boston, si c'est avec vous deux quand on parlait du Big Three, et finalement qui reste la seule équipe de ce genre-là qui a réussi à gagner un titre dès le départ. Antoine, dans le nouveau MOOC là, qui sort, tu as tout un article vraiment hyper intéressant sur la philosophie de Doc Rivers autour de ce Big Three, et de voilà, l'état d'esprit, la philosophie qui était développée. C'était le tout défensif avant tout, quoi. C'est l'attaque, ça viendra après, mais d'abord il faut qu'on ait une assise défensive forte. Là, c'est vraiment tout l'inverse. Est-ce que vous voyez une complémentarité entre ces trois joueurs sur le terrain, sachant que voilà, comme tu le disais, Shai, tout n'est pas encore finalisé. Va falloir les prochains moves que Phoenix va faire pour pouvoir compléter le roster. Ce seront des moves déterminants, presque aussi importants que ceux qui ont permis de rassembler les stars. Quelle complémentarité vous voyez autour de ces trois joueurs? Moi, je pense pas qu'ils... Enfin, j'arrive à avoir un fit, mais dans le sens où si tu prends juste les qualités de chacun, tu sais que ça peut coller. Par contre, juste peut coller, ça ne veut pas dire bien fonctionner, ou ça ne veut pas dire se tirer vers le haut ou avoir une espèce de synergie comme peuvent l'avoir Murray et Jokic. C'est-à-dire que moi, je peux imaginer un monde où Booker, il a la balle, où Bill, il prend des écrans, et Kevin Durant, il oppose et il en prend aussi. Tu vois. Il en pose, il roule, il en pose, il pop. Des choses comme ça, je peux imaginer des écrans entre Bill et Durant à l'opposé. Donc, je peux imaginer des schémas pour les faire jouer. Après, développer une vraie complémentarité dans un jeu à 3, je suis pas sûr de m'attendre à ça, quoi. Et du coup, est-ce que leur talent pourrait suffire pour te dire « Ah, mais de toute façon, il n'y a pas besoin de développer une énorme complémentarité, ils sont tellement forts que ça va faire la différence ?» Jusqu'à un certain point, je dirais. Ça pourra faire la différence, à mon avis, jusqu'à un certain point. Et j'avoue, c'est pour ça que moi, j'ai été surpris que Phoenix soit dans le mix pour Bill, parce que je trouve que Durant et Booker, tu peux créer quelque chose, une espèce de synergie à deux. Tu peux vraiment créer quelque chose. Je ne sais pas si Bill, c'est forcément le troisième mec complémentaire. Et après, il y a pour moi, un autre truc que j'ai déjà abordé dans le CQFR, mais dont je parlerai peut-être un peu plus tard dans le podcast, c'est que j'arrive pas à voir qui va avoir dans chaque Big Tree, il y a toujours un mec qui est là pour combler les brèches des deux autres. Et j'ai l'impression que le seul qui est taillé pour le faire, c'est Kevin, qui est entre guillemets taillé pour le faire. Je ne suis même pas sûr qu'il soit taillé pour le faire. C'est Kevin Durant, et je ne suis pas sûr que ce soit le troisième, tu vois, le troisième larron des trois. Donc du coup, je pense que ça sera fort, mais j'arrive pas à me dire que c'est les genres d'associations où tout de suite tu dis ça, ouais, non mais ça, il va se passer ça là entre les trois, ça va être terrible. Tu vois, j'arrive pas à voir ça moi. On a vu que le tandem KD Booker avait bien fonctionné très très rapidement. Parce que KD s'intègre très facilement dans n'importe quel type d'équipe, et j'ai bien aimé, contrairement presque à mes attentes, j'ai bien aimé comment ils ont fonctionné sur le peu de matchs dans lesquels ils ont joué ensemble. Là, à 3, je suis un peu du même avis qu'Antoine, je demande à voir. Je pense pas que Bill arrive avec une idée préconçue en se disant je vais faire ci, je vais faire ça. J'ai l'impression qu'à ce stade de sa carrière, il va suivre entre guillemets, il marquera probablement beaucoup moins de points. Il va devoir peut-être se réinventer faire un peu évoluer son jeu, se réinventer un peu, mais je maintiens que, indépendamment de la complémentarité de ces trois-là, qui, je pense, va exister, où chacun va s'adapter comme il peut, tout va dépendre d'autour. S'il n'y a pas de spécialiste défensif, s'il n'y a pas de shooter, s'il n'y a pas de pivot un peu à l'ancienne, s'il n'y a pas des profils variés et qui leur permettent de répondre à tous les types d'opposition, ça ira nulle part. Ce sera très bien individuellement, et il y a des matchs où ils vont claquer à 125 points, tout le monde sera content. Mais à la moindre difficulté, je ne sais pas comment ils résisteront face à des équipes qui se connaissent. À l'Ouest, il y a du monde, quoi. Entre Denver, on voit Denver qui est sur une pente ascendante et Denver va aller nulle part l'année prochaine. Ils seront là. Les Warriors vont essayer de se réadapter, de redevenir l'équipe qu'ils étaient. Il y a plein de choses qui font que, pour l'instant, ça reste un énorme point d'interrogation, alors que j'avais presque plus de certitude quand il y avait juste KD et Booker, comme tu le disais, Antoine, où je me disais, non, voilà, ça y est, ils ont des matchs, ils se connaissent, ils ont une expérience collective. Il y a juste à bien les entourer, à garder quelques éléments de l'équipe qui sont déjà là, peut-être les Torrey Craig, même Okogie, des joueurs comme ça qui sont intéressants autour, mais rajouter de la force de frappe pour mieux les entourer, pour mieux pallier à des blessures.
Et là, j'ai peur à nouveau, c'est un truc à réécrire, un style à trouver. Il y a un nouveau coach aussi. C'est plus Monty Williams, c'est Frank Vogel, c'est un coach très différent. Il y a plein de choses qui font que pour moi, je suis passé d'une semi-certitude sur la complémentarité KD Booker à un énorme point d'interrogation parce que c'est bien gentil d'aligner les talents, mais voilà, vous savez à quel point j'aime pas spécialement les super teams, surtout monter un peu à la va-vite. Pour moi, c'est un énorme point d'interrogation là. Ouais, c'est compliqué parce qu'effectivement, déjà après le trade qu'a fait venir Kevin Durant, on a eu le sentiment, et la série contre Denver l'a mis en lumière, quoi, que ça manquait de rotation, ça manquait de joueurs autour de ces deux joueurs-là. Là, ce qui est compliqué, c'est que j'ai l'impression que non seulement pour l'instant, à l'heure actuelle, il manque encore plus de joueurs autour, mais même, tu vois, finalement, si tu veux aller loin en playoff, on le sait tous, tes rotations vont diminuer, tu vas jouer à 7, tu vas jouer à 8, mais tu as besoin que ton 5, en fait, ton 5 majeur, il puisse être plus fort que l'adversaire. C'est aussi simple que ça, en fait. L'équipe qui gagne, au bout du compte, il faut que son 5 majeur puisse jouer les 7-8 dernières minutes d'un match serré et se dire, bah ouais, on a plus de chances de l'emporter. Et en fait, c'est là que la complémentarité de ces trois joueurs-là, moi m'apparaît pas évidente, parce qu'en fait, Antoine, je te rejoins dans l'absolu, en fait, où tu dis, bon, qui est des trois qui a le plus la capacité, je pense, à se mettre au service du jeu? Je pense que c'est Kevin Durant, en fait. Et en même temps, je me dis, mais des trois, est-ce que c'est vraiment à KD que j'ai envie qu'il prenne moins de tirs? T'as pas envie que ce soit KD, clairement. Exactement. Et donc, c'est là que c'est vraiment compliqué, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on part un peu en territoire inconnu, dans le sens où Bradley Beal, c'est quand même un joueur qui est fréquemment blessé aussi. Donc ça, c'est quand même problématique. C'est un joueur qui est quand même, sur les dernières saisons, j'allais dire chute libre, c'est pas chute libre, mais qui est en baisse, en tout cas, d'adresse, de manière assez flagrante. Donc je me dis, quelle certitude je peux avoir de savoir... Est-ce que je peux compter sur Bradley Beal pour jouer tous les matchs? Quand je dis tous les matchs, je veux dire, on se comprend, du moins la vaste majorité des matchs. Est-ce que je peux compter sur lui pour changer son jeu? On n'en sait rien du tout, en fait. Ou est-ce que je peux compter sur lui pour être au niveau du meilleur Bradley Beal qu'on ait vu? Et ça non plus, j'en sais rien. Sachant que maintenant, ce mec-là, il arrive avec ce contrat énorme, une no trade clause. Donc tu sais que tu es parti avec ce Big 3 pour... Ta fenêtre, elle est sur 3-4 ans maximum pour essayer de gagner le titre. Et même à court terme, en fait, je vois pas de garantie. Pour moi, même si je mets sur le papier, pour moi, c'est pas mon favori à l'Ouest sur le papier, en fait. Alors peut-être qu'ils prouveront sur le terrain qu'ils ont les épaules et la complémentarité pour être les favoris à l'Ouest. Mais je trouve que c'est un pari assez fou quand on sait tout ce que Phoenix a dû lâcher pour avoir KD dans un premier temps. Finalement, pour avoir Bill, ils n'ont pas dû lâcher tant que ça, mais ils avaient déjà tellement dû saigner pour récupérer Kevin Durant que là, si tu ne gagnes pas un titre dans ta fenêtre de 3 ans, tu pars pour 10 ans, en gros, pas loin, je pense. Tu as 10 ans de rien. De médiocrité, en fait. Ouais. Donc je trouve ça un peu fou d'avoir limite, comme les Américains disent, double down. Là. Tu fais un truc et d'ailleurs tu refais tapis une deuxième fois dans la foulée, quoi. C'est ce que ESPN parlait de ça, justement, double down, mais avec une mauvaise main. C'est comme si tu avais une mauvaise main et tu doubles. Et puis je vais vous lancer là-dessus. Parce que le cas de DeAndre Ayton, je le trouve fascinant maintenant, en fait. Parce que tu te dis, si tu as ces trois-là, est-ce que tu peux vraiment te passer de DeAndre Ayton si tu as ces trois-là? En même temps, il faut que tu remplisses ton effectif. Donc la logique voudrait que tu essaies de trader DeAndre Ayton, mais c'est pas si simple que ça d'échanger un joueur comme lui contre pile les bons joueurs qu'il te faut. Tu vois, 2-3 joueurs qui vont compléter parfaitement ton effectif. Ça arrive jamais, en fait. Tu peux jamais... je veux dire, tu peux jamais trouver pile le bon fit, même quand tu essaies de diviser le talent, et en même temps tu as besoin quand même de garder de la taille, parce qu'il se retrouve encore petit, Bradley Beal, Booker en ligne arrière, c'est pas nul défensivement, mais c'est quoi, je sais pas, c'est dans le milieu du pack au mieux, quoi, je pense, d'un point de vue défensif, voire légèrement en dessous peut-être. Je sais pas comment vous situez ces deux joueurs, malgré les progrès de Devin Booker récemment, tu vois. Pour le trade dont tu parles, la pertinence de trouver un trade, faut que James Jones y passe un coup de fil à Antoine Pimel, qui a une très bonne idée de trade depuis 6 mois. Il nous le sort depuis 6 mois avec Indiana, et je trouve, pour le coup, quand on énumère les joueurs qu'il récupère, c'est presque le seul dans toutes les propositions que j'ai vues qui fait un peu sens, parce que tu récupères vraiment des joueurs qui sont capables d'être des role-players, capables d'être bons défensivement, parce que c'est ce qui va manquer de la défense. Miles Turner et TJ McConnell, du coup. Voilà, Miles Turner, TJ McConnell, peut-être, je sais pas si le trade peut être agrémenté aussi, s'il peut y avoir des ajustements, mais là, pour l'instant, de ce qu'on lit, alors là, c'est très frais, on réagit à chaud, ça s'est passé hier. Pour l'instant, la seule contrepartie, le
le seul joueur qui resterait dans l'effectif à la fin du trade, et je vois qu'ils récupèrent un Jordan Hamilton et qu'ils sont contents, tu vois. C'est vrai que les gens disent c'est bien, regardez, c'est un joueur un peu sous-coté, alors peut-être, mais s'ils se basent que sur des joueurs comme ça de l'ombre, ça me fait très peur pour eux. Pour moi, il faut des mecs expérimentés, des types qui peuvent aller au combat. Pour eux, je veux voir des profils défensifs, je veux voir un meneur gestionnaire, parce que on en parlait ce matin, mais pour moi, si c'est Devin Booker, le point guard effectif, ça me rassure pas du tout. Hein. Il a les qualités de playmaking, on l'a vu s'adapter à la présence de Durant, on l'a vu s'adapter à la blessure de Chris Paul. Mais pour moi, c'est pas son meilleur rôle. Tu dois mettre un mec qui sait organiser le jeu à côté, sinon c'est presque du gâchis. T'as Cameron Payne comme meneur sur lequel tu peux compter. Ils vont le re-signer. Lui, pour le coup, il est toujours dans l'effectif. Lui, il sera là. Pour le coup, là, ce qui leur reste un peu pour faire l'état des troupes, il reste Cameron Payne, DeAndre Ayton, qui va sans doute bouger, et c'est tout. Et c'est tout. Après, par contre, ce qui se passe, c'est qu'ils peuvent re-signer ils ont la priorité pour re-signer leur free agent. C'est-à-dire que là, Phoenix, avec sa masse salariale, si on garde Ayton, Phoenix est à 163 millions sur 4 joueurs, sachant que la luxury tax, c'est 162 millions. Donc, ils sont au-dessus de la luxury tax avec 4 joueurs. Avec 4 joueurs. Okay. Ouais. Derrière, tu dois... Donc, quand tu es... Avec le nouveau CBA, tu es très limité pour recruter. Donc, en gros, grosso modo, Phoenix ne peut pas signer de free agent. C'est une version simpliste que je donne. Mais en gros, Phoenix ne peut pas signer de free agent extérieur, c'est-à-dire extérieur qui viennent d'une autre équipe, sauf si c'est au minimum vétéran. Donc, en gros, tu peux attirer que les mecs qui sont clairement en quête d'une bague. Des fois, ça marche. Tu peux choper des bons gars comme ça. Clairement, les Lakers ont construit une équipe comme ça dans la bulle. C'est une équipe de mecs... venus pour gagner une bague. Donc, il y a toujours des possibilités. Et l'autre truc, c'est que par contre, tu peux re-signer tes propres free agents. Donc, ils peuvent garder Torrey Craig, joueur défensif, qui lui, pour le coup, peut se mêler dans le 5 majeur. Faudrait. Si ton 5 majeur, c'est Booker, Bill, Durant, Craig et Ayton, t'as quand même un vrai bon 5 majeur. Théo qui parlait de 5 majeurs, tu vois, là, t'as quand même un vrai bon 5 majeur. Josh Okogie peut rester. Okogie, il posait problème quand il n'y a que 2 scoreurs autour, mais si tu as Bill, Durant et Booker, tu n'en as rien à carrer. Non, mais je l'aime bien. Franchement, il sera je l'aime bien en pour plus. tirer, au contraire. Limite, tu peux lui dire non, mais viens pas en attaque, c'est pas la peine, reste en défense. C'est pas la peine, tu vois, à un moment. Et ça, c'est très bien. Et Jock Lansdale, donc ces 3 mecs-là, ils peuvent quand même et Damian Lee, pardon, que moi perso j'adore, que je trouve très intéressant. Ces 4-là, tu peux les garder et c'est quand même 4. Moi, je trouve 4 bons joueurs. Et je trouve que leur présence est moins dramatique quand tu as vraiment cette 3e star comparée à l'an dernier où tu sais que ces mecs-là, ils allaient devoir faire plus que ce qu'ils sont capables de faire. Donc voilà, ça c'est un peu pour l'état de l'effectif des Suns avant d'éventuels transferts et ajustements. Mais c'est des joueurs intéressants. Hein. Enfin, je veux dire, individuellement, c'est des joueurs qui... C'est juste qu'on l'a vu l'année dernière en play-off et en fin de saison régulière. Le banc était pas suffisant. Après, est-ce que c'est une histoire de coaching peut-être que Monty Williams, c'était pas les joueurs qu'il appréciait particulièrement, ou il avait pas la même bonne façon de les faire fonctionner. Peut-être qu'avec Vogel, ce sera mieux, je sais pas. Mais j'ai quand même avec ceux-là, il faut du sang neuf et des mecs, soit qui ont l'expérience de la bague, tu vois, enfin, on en a pas beaucoup parlé, mais tu vois, mais ne serait-ce que l'expérience d'un Caldwell Pope à Denver, c'était bien, parce que c'est un mec qui est déjà allé en finale, qui a déjà gagné un titre. Il leur faut des types comme ça, c'est obligatoire pour moi. Ce qui est compliqué, alors faut rappeler aussi à mettre au crédit des Suns qu'ils ont été éliminés par la meilleure équipe de la ligue, tout simplement, qui était championne, qui était au bout du compte quand même de la tête et des épaules au-dessus du reste sur toute cette campagne de play-off. Donc ça, si tu veux regarder les choses du côté le verre à moitié plein du côté de Phoenix, c'est pas inintéressant. L'autre chose qui me gêne un petit peu en fait dans tout ça, c'est que finalement c'est vraiment une équipe qui se reconstruit totalement, parce que comme tu le disais, Shai, nouveau coach, le joueur qui était alors plus forcément le meilleur, qui était plus le meilleur joueur de l'équipe, Chris Paul, mais qui avait une empreinte très forte sur le jeu, part aussi. Donc là, tu te retrouves aussi dans une reconstruction totale en fait de fond de jeu. C'est-à-dire que on n'est pas dans une situation où finalement tu as un mec qui arrive dans une équipe, mais où le fond de jeu est déjà bien en place. Alors le meilleur exemple, c'est certainement quand Rashid Wallace est arrivé au Detroit Pistons en 2004, où il a juste eu à mettre son ego de côté, se fondre dans un collectif, apporter ce qu'il avait à apporter, et finalement ça a été jusqu'au bout avec l'histoire extraordinaire que ça a été. Là, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont repartir
avec un coach qui doit trouver comment faire jouer tout ça. Donc il y aura il va falloir en passer par des essais, des transitions, des joueurs qui vont essayer certaines choses, voir s'ils arrivent à s'intégrer. C'est quand même pas le plus simple. Et l'autre truc, en fait, je me disais, alors là, c'est un petit peu sur un autre volet, mais quand on parle des joueurs qui posent problème, entre guillemets, les joueurs à problème, tu vas penser à des Kyrie Irving, des Draymond Green, des Russell Westbrook, etc. Au bout du compte, c'est quand la dernière fois que Kevin Durant a joué dans une équipe où il n'y avait pas de drama autour? Eh oui. Et en tout cas, on parle jamais de lui, mais au bout du compte, tu dis, mais en fait, à chaque fois, il est là aussi, quoi. Donc à chaque fois, l'index est pointé vers un autre joueur, mais c'est quand même pas simple. C'est quand même pas si simple que ça, malgré toutes ces qualités de basketteur, d'être dans un environnement stable, sain, quand il y a Kevin Durant dans ton équipe. Mais il s'en sort parce qu'il a toujours la même approche de mec discret qui donne toujours l'impression de ne pas avoir été là ou pas avoir eu d'influence sur la situation, mais alors, je pense que de plus en plus de gens sont pas dupes. Il a de l'influence sur le choix des coachs, il a de l'influence sur le choix de ses coéquipiers. Voilà, c'est lui qui a choisi de s'allier avec Kyrie, c'est lui qui a choisi de le soutenir, c'est aussi lui qui a demandé ses trades. Enfin, sauf qu'il fait pas de déclaration tonitruante et il gère sa communication peut-être différemment d'autres mecs plus impulsifs. Et on a l'impression qu'il pose pas de problème. Mais je veux dire, lui-même est toujours tellement dans cette quête d'identité. On sait jamais avec Kevin Durant. On sait jamais. Il dit je suis juste un basketteur. Moi, je suis juste là pour jouer. Je m'occupe pas de la politique. Dire LeBron, il nous l'a fait pendant quelques années aussi. Au bout d'un moment, il a arrêté de dire c'est pas moi le GM. Enfin, on a compris plus ou moins. Il a même mis. Son pote est devenu l'agent le plus puissant quasiment de la NBA. Voilà, au moins c'est plus assumé comme posture. KD, il a toujours ce côté un peu fuyant. Il veut pas qu'on croie qu'il est trop impactant dans les décisions et il s'en sort. Mais je suis d'accord. Je sais plus qui disait ça, si c'est Antoine ou toi, Théo, mais je serais un role player en NBA dans une équipe comme Phoenix, là je serais pas serein. Là, Kevin Durant dans l'équipe, tu peux très vite être tradé. Hein. Ouais. Non, c'est sûr. Hein. C'est dur de cerner de façon Durant et du coup de cerner quel est son impact dans les. C'est quand même un mec qui a connu plein de super teams, mais il n'y en a qu'une qui a marché, quoi. Tu vois, il peut plus dire. Ouais, il peut plus dire le coup de la super team à Golden State. Ouais, c'est parce que là j'avais besoin à ce moment-là de ma vie. Ça se respecte, c'est son choix, mais au bout d'un moment il pourra plus dire que c'était pas un gars de super team. L'image qu'il est en train de laisser, c'est le gars qui voulait être que avec des très grands joueurs et qui a pas essayé de porter son équipe lui-même jusqu'au bout. C'est inévitable et c'est pas grave en soi. Ça diminue pas le niveau, le talent, la legacy, tout ce que vous voulez du joueur, mais quand viendra l'heure de faire les comptes et dans les hypothétiques classements des meilleurs de tous les temps et machin, bah c'est quelque chose qui compte, je trouve. Bah c'est ce qui l'entache un peu, c'est que finalement ça marche pas. Parce qu'en fait, en plus, c'est surtout ça qui fait tâche. Parce qu'au bout du compte, LeBron en allant à Miami, en revenant à Cleveland, en repartant à Los Angeles, à chaque fois il a gagné en fait. Donc malgré tout, tu dis bon bah voilà, ce mec-là, tu peux construire une équipe autour de lui un peu partout, peu importe où il va, tu peux construire une équipe. Il a choisi de s'allier avec tel talent, mais au bout du compte, ça marche quoi. Donc après c'est il choisit mieux quoi. Mieux choisi, il y a des histoires de blessures, il y a tout ça, il y a tout ce que tu veux, mais c'est vrai que quand tu fais ces choix-là sans vraiment les assumer en disant bah non, moi je suis juste un hooper, je m'occupe juste de jouer, et qu'en même temps tu changes d'équipe tout le temps, et qu'il n'y a pas de stabilité en fait, il y a vraiment jamais de stabilité, et comme tu le disais, Shai, c'est quand même largement de son fait. Je veux dire, là, je parle pas tant de Phoenix, mais c'est surtout l'épisode de Brooklyn qui quand même entache largement sa legacy, parce qu'il s'est quand même entouré de deux. Il a fait le choix de s'entourer de deux des joueurs les moins faciles à cibler, à cerner plutôt, et les plus comment dire, sur lesquels c'est le plus dur de compter en fait en personne de Kyrie et de James Harden. Ce qui est intéressant, j'essaie encore un peu de. Moi je vous le cache pas, on en parlait un petit peu ce matin en off. Moi, je crois pas dans cette équipe. En tout cas, j'y crois pas à court terme. À voir ce que la saison donnera, mais à court terme, j'y crois pas. Mais si je dois regarder du côté des aspects positifs pour Phoenix, je me dis bon, au moins Phoenix, en la personne Devin Booker qui sort de playoffs extraordinaire, un vrai joueur, jeune, plein de talent, qui joue pour gagner. Avec Bradley Beal, qu'il le veuille ou enfin, maintenant c'est un fait. Ils ont un autre joueur qui est pas si vieux que ça, qui est un bon joueur. Ils ont ces deux joueurs-là pour avoir... ils ont une fenêtre autour de ces deux joueurs-là. Et limite, le problème de KD, je parle pas de KD, parce que le problème de KD, c'est quand même les blessures. Et moi, je suis pas sûr... Vous savez, on en parlait souvent entre nous, là. On se dit, il y a toujours un décalage entre le moment... dans la perception qu'on a des grands joueurs, la perception qu'on a d'eux, elle dure souvent plus longtemps que il y a un décalage entre le moment où ils arrêtent d'être aussi grands qu'on le pense et le moment où on s'en rend compte. Et
KD a signé une saison régulière fantastique l'an dernier, mais moi, je reste quand même sur 2 sentiments un peu malaisants. C'est ces 2 dernières séries en play-off. Contre Boston, il y a 2 ans. Contre les Nuggets cette année, où je l'ai trouvé pour la première fois peut-être de sa carrière sans solution en fait. Je l'ai trouvé ne plus pouvoir trouver de solution en plus, et c'est en demander énormément. Hein. Il a pas été nul, hein. On parle pas de performance à James Harden, mais il y a un moment où quand ça se passe comme ça, à cet âge-là, avec des blessures, le côté magique un petit peu inarrêtable, ça revient plus quoi. Et j'ai peur que pour KD ça soit le cas. Je pense aussi qu'on a vu Alors, le mot déclin, il est très vite teinté d'énormément de... C'est très péjoratif, et du coup, ça peut être vite mal interprété. C'est-à-dire que pour moi, LeBron, ça fait un moment quand même qu'il a décliné, et pourtant, on voit toujours le niveau qu'il a aujourd'hui. Mais je suis désolé, LeBron, maintenant, depuis 2018, c'est plus... Enfin, tu regardes LeBron 2018, et même le LeBron, quand il gagne le titre, c'est déjà pas le même LeBron. C'est déjà un LeBron sur la défense déjà, ouais. Depuis longtemps. Mais même sur l'attaque, je trouve honnêtement, sur beaucoup de choses. En fait, c'est juste qu'il part de tellement haut que même en redescendant encore d'un étage, si Anthony Davis est à côté de lui, il gagne encore. Et tu vois, mais il y avait déjà un déclin pour moi depuis voilà, je dirais 2018, c'est le dernier pic LeBron. Tu vois, si le pic de LeBron, il a commencé, je sais pas, en 2010, le mec, il a eu 8 ans de pic exceptionnel. Et 8 ans de pic, c'est énorme. Hein. C'est monstrueux. Normalement, les mecs, leur prime, c'est 3-4 ans, quoi. Là, lui, il a eu le double. Je pense que Kevin Durant, il y a un déclin. Et je suis d'accord avec toi, moi aussi. Et alors moi, c'est vraiment sur les Nuggets, sur cette série. Tu vois, je sais pas, souviens-toi, Shai, à chaque fois, on était là à se dire, on attend le moment où Kevin Durant, il va sortir son match à 40 points ou à 45 points. Et en fait, tu te rends compte qu'il ne va pas arriver. Au fur et à mesure de la série, tu te comprends que ça ne va pas venir. Parce qu'il marchait sur des œufs un peu. J'avais l'impression qu'il ne voulait pas. Faites pas gaffe, je ne veux pas gêner. C'est Devin Booker le patron, je ne veux pas faire le gage. C'est l'impression que j'avais, mais je suis d'accord. Je suis d'accord que sur le. C'est physique. Je pense que c'est même pas du mental. Je pense qu'en fait, c'est dur physiquement pour lui d'aller. L'accumulation des blessures. L'accumulation des blessures joue aussi. Hein. Mais par contre, du coup, si moi, par contre, je peux être optimiste par rapport à ça, c'est de me dire, mais là, en fait, Kevin Durant, il va plus porter la balle. Il va plus avoir à se casser la tête à... Si aussi il y avait autant de blessures à Brooklyn, souvenez-vous qu'à Brooklyn, le nombre de fois où il a dû tout faire tout seul. Oui, il y avait des très bons role-players à Brooklyn, mais il n'y avait pas d'autres mecs capables de porter la balle si Kyrie n'était pas là. Et Kyrie et Harden, ils n'étaient souvent pas là. Durant, il y a des périodes où pendant 15 matchs de suite, il fait tout sur le terrain. Ouais. C'est le seul à défendre avec Claxton et parfois Bruce Brown, et c'est le seul à attaquer balle en main. Donc évidemment, ça te crève un joueur. Mais là, à Phoenix, théoriquement, Durant, il aura très peu à faire ça en fait. En tout cas, s'il veut, il peut se contenter. C'est pour ça que je parlais du rôle à la Kevin Garnett de troisième homme, même si évidemment, ils sont très différents. Et je suis d'accord avec Théo, je ne suis pas sûr que j'ai envie que ce soit Kevin Durant qui fasse ça, alors que c'est le meilleur scoreur des trois. Enfin, plus maintenant, Booker a vraiment pris son envol, mais théoriquement, c'est le meilleur joueur des trois, tu vois. Par contre, c'est le seul qui est vraiment très complet, et du coup, c'est le seul qui, je pense, peut assumer un rôle comme ça. Et si Kevin Durant, à la place de prendre 25 tirs, il doit en prendre que 15, déjà, il va en mettre 9. Déjà, ça, c'est quasiment acté tous les soirs, il va être à 60% de réussite au tir. Et en fait, il y a des moments où en play-off, il sera plus facilement capable d'aller te mettre ce match à 40 points s'il n'a pas eu besoin de le faire déjà 50 fois dans la saison. Et moi, ça m'encourage pour Kevin Durant. Je me dis, peut-être qu'il va moins se blesser. Est-ce qu'il peut pas se mettre aussi, enfin, ça peut être une piste à explorer pour lui et pour les Suns, mais moi, je me rappelle de sa première saison à Golden State. Sur le plan défensif, il était incroyable. Ouais. Parce qu'il se concentrait, j'avais vraiment l'impression qu'il se concentrait beaucoup dessus, mais c'était permis parce qu'il avait Curry, Thompson, d'autres joueurs de talent autour. Il avait un peu moins besoin de porter la balle. Et bon, on l'a vu après, c'était le meilleur joueur sur les finales, 2 fois MVP des finales, il était incroyable, là c'était son prime pour le coup. Mais défensivement, pendant la saison, je me souviens qu'on en parlait même comme un potentiel défenseur de l'année. Hein. Il était incroyable. Il avait 6 ans de moins et 2 grosses blessures en moins, quoi. Moi, je suis d'accord. Mais par contre, je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est la version optimale pour les Suns, mais je ne sais pas si physiquement il est capable. Et Frank Vogel avait monté une très belle défense avec les Lakers en 2020. Enfin, c'était quand même aussi, voilà, c'est un coach à prouver aussi qui pouvait mettre en place une défense qui fonctionne vraiment, quoi. Ça, c'est des points encourageants pour Phoenix. J'ai juste très bref, j'ai regardé un peu quel joueur, par exemple, Phoenix pourrait signer. Je vous donne
que non. Ouais. Jordan, je suis quasiment sûr qu'il va se retrouver chez eux. C'est André Jordan. Attends, je suis quasiment sûr que DeAndre Jordan, DeAndre Jordan, il a joué 2 minutes en finale NBA. Ouais, il non, a été excellent. Il a signé ses meilleurs playoffs depuis 10 ans en jouant 2 minutes. Ben, ils peuvent avoir DeAndre Jordan, qui est très proche de KD, de Kevin Durant, et en plus, ils auront besoin de taille, à mon avis, que je pense qu'Ayton, il n'y aura pas de pivot remplaçant, etc. Ils peuvent avoir Blake Griffin. Ce serait très drôle d'avoir Blake Griffin et DeAndre Jordan. Ils peuvent Joe Ingles. Là, tu m'intéresses, là. Donc, il y a du Joe Ingles. Et j'ai évidemment oublié d'un coup maintenant les derniers noms que j'ai mis de côté. Il y a les Wesley Matthews, Derrick Rose. Après, Derrick Rose, je ne sais pas dans quel état il est, hein, mais voilà, Kevin Love. Là, je mets de côté que les vétérans. Voilà, je parle que des vétérans susceptibles. Markieff Morris, Austin Rivers, ça serait une grosse piste pour eux. Austin Rivers, je pense, serait vraiment tout ça. C'est des mecs qui peuvent signer au minimum, susceptibles de venir. Je sais pas, Dennis Schroeder, si vous voulez. Après, je pense que Schroeder, il cherchera pas le minimum. JaMychal Green, ça a échoué. Mathieu Della Vedova. Voilà, il y a des joueurs. Il y a Raoul Neto, enfin... Je me suis demandé si tu n'allais pas nous placer un petit Kyrie Irving, mais bon. Je pense que là, maintenant, ils ne peuvent plus, mais... c'est presque rassurant, d'ailleurs, au passage. Ouais, c'est clair, parce qu'en fait, c'est ça, je voulais revenir là-dessus aussi, le fait que maintenant, Phoenix ne puisse recruter qu'en proposant le vétéran, enfin, le minimum vétéran. La grosse différence, en fait, par rapport aux équipes dont on parlait tout à l'heure, où finalement, qu'on réussit à remplir leur roster comme ça, moi, ça me fait surtout penser aux équipes dans lesquelles il y a eu LeBron, que ce soit à Miami, que ce soit à Cleveland, que ce soit aux Lakers, mais c'est aussi parce que tu disais, on est quasiment sûr au moins de faire la finale NBA en rejoignant ce mec-là et cette équipe-là. Alors que là, tu n'as pas ces garanties-là, en fait, avec cette équipe de Phoenix, puisque personne ne sait ce qu'elle voudra, en fait. Donc, sur la première année au moins, s'ils gagnent le titre, s'ils sont champions NBA 2024, la donne, elle change complètement. Et je suis sûr que recrutement de l'été suivant, tu peux choper plus de mecs de ce type-là. Mais là, en attendant, je ne sais pas dans quelle mesure tu es attractif, sachant que ce que je disais tout à l'heure, et puis après, je te laisse la parole, Antoine, non, tu signes, mais tu n'es même pas sûr de finir la saison, en fait. Parce que tu peux te faire trader parce que si ça ne marche pas et que la sauce a bas prix, et qu'il faut, le management aura une telle pression qu'ils ne pourront pas juste se dire on a le temps, on va laisser les choses mûrir. Tu peux te retrouver tout de suite sur un siège éjectable, quoi. Moi, j'avais juste rajouté un tout petit truc. J'allais dire, l'autre moment clé de la saison pour Phoenix, ça ne va pas être seulement cet été, ça va être en mars. En fait, si Phoenix est, par exemple, deuxième ou premier de la conférence Ouest, tous les candidats au buyout, et là, c'est autre chose, parce que là, il peut y avoir du vrai joueur. Là, tu peux remplir ton banc. Il n'y a pas eu d'énormes cas marquants cette année, mais c'est quand même le moment où tu peux aller choper des vétérans de qualité. Pour le coup, pas des mecs qui ont 37 ans. Tu peux aller chercher des vrais gars qui étaient en contrat expirant, que leur franchise n'a pas réussi à transférer et qui se retrouvent coupés. Là, tu peux... Enfin, je sais pas, il y a quand même... Les Clippers ont ajouté Russell Westbrook. Voilà, c'est un exemple comme ça. Là, Phoenix pourrait rajouter un ou deux vrais bons joueurs à leur rotation quand même. Il y a un truc encourageant, je trouve, pour rester sur une note positive, parce qu'on a globalement l'impression, enfin, je pense qu'on est tous les trois sceptiques sur ce trade. Ils ont quand même bougé très tôt. Hein. Ils ont quand même bougé très très tôt. La draft n'est pas passée, donc il peut se passer des choses. Ils peuvent utiliser les atouts qu'ils ont là, donc à savoir DeAndre Ayton par exemple. Ils se sont quand même laissé le temps de construire cet effectif et avec les besoins qu'on a évoqués. C'est un peu moins, c'est pas un panic move avant le début de saison. Enfin, vous voyez, je trouve que c'est le point positif, c'est que ils ont l'air d'avoir eu ça en tête, d'être déterminés. Voilà, c'est pas un truc. J'ai pas eu l'impression que c'était quelque chose d'impulsif, mais ça veut pas dire pour autant que ça va marcher. Je pense que se laisser avoir le temps de construire, c'est quand même pas négligeable vu qu'ils doivent vraiment cibler des profils précis et monter une équipe quasi entière pour l'instant. C'est pas mal que ça se soit intervenu une semaine après la fin des finales NBA. C'est pas anodin quand même. Bon, du coup, et de toute façon, la question forcément, c'est vous, pour cette saison, est-ce que vous croyez, est-ce que c'est la question qu'on se posait en entrée, est-ce que ce trade fait des Suns un favori, alors pour le titre peut-être pas, mais au moins pour la finale, au moins pour sortir de la conférence Ouest, est-ce que ça fait de vous le favori cette année, vu les informations dont on dispose? Avant que les Nuggets gagnent aussi brillamment les finales,
je voyais Phoenix très très fort au début de l'année suivante, et puis j'envisageais un autre type de schéma pour leur progression. Là maintenant, ils font partie des favoris parce qu'avec quand tu as Kevin Durant, Devin Booker et même du coup Bradley Beal en troisième option, logiquement si tu te débrouilles correctement autour, tu étais obligé d'être parmi les favoris, même si l'Ouest est fort. Mais par contre, le favori, moi je les imaginais être le favori avant que Denver grimpe et qu'ils choisissent ce type de construction. Donc non, pas le favori. Parmi les favoris, ça va. Je réserve ma réponse pour après pour le début de saison, une fois que j'aurai vu à quoi ressemblera leur équipe. Je vais être un peu comme toi. En fait, moi aussi, je croyais fort en Phoenix cette saison, dans le sens où déjà c'est très dur de faire un doublé. Je suis pas sûr que Denver fasse le doublé. Et c'est pas contre Denver, en fait, c'est juste la ligue, comment ça fonctionne. C'est même pas contre les Nuggets. Je pense que les Nuggets seront très 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 forts, mais je m'étais dit que les Suns avaient vraiment une possibilité, surtout s'ils arrivaient à faire 2 trades différents avec Chris Paul et DeAndre Ayton, ils pouvaient vraiment créer un espèce d'effectif que moi j'imaginais assez massif. Je parlais souvent de Fred VanVleet. En tout cas, moi j'aurais bien voulu que les Suns prennent cette route, et je pense que les Suns, ça en aurait fait mon favori s'ils avaient pris une espèce de route comme ça. Par contre, je ne peux pas les écarter des favoris. Pour moi, c'est sûr qu'ils seront parmi les favoris. Surtout qu'en fait, avec autant de talent, bah oui, on parle des blessures de Kevin Durant, de Bradley Beal, etc. Mais ça peut arriver à n'importe quelle équipe, une blessure, en fait. Et si Phoenix, d'un coup, je ne sais pas, si d'un coup les Nuggets, ils ont un Aaron Gordon diminué, un Jamal Murray diminué, bah, déjà, les 2 équipes au complet, je ne suis pas sûr que Phoenix y perde la série. Je ne te dis pas que j'en ferai mon favori sur cette série. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je pense que Denver a trop de vécu, etc. Mais tu vois, j'ai pas l'impression qu'il y ait non plus un énorme monde entre ces 2 équipes. Faut bien sûr voir comment ça tourne avec Bradley Beal, etc. Mais tout ça pour dire, une blessure, ça peut arriver à tout le monde. Et en fait, Phoenix, tu te dis quand même, ils seront suffisamment forts pour au moins pouvoir viser les finales. Par contre, donc je les mets parmi les favoris. Mais par contre, je ne sais pas qui battra les Suns. Je ne sais pas si ce sera les Nuggets, je ne sais pas si ce sera les Warriors, je ne sais pas si ce sera les Bucks. Je ne peux pas te dire qui, mais j'arrive pas à me dire qu'ils seront champions. En fait, j'arrive pas à me dire que cette équipe, elle sera championne l'an prochain. Ah, évidemment, il faut voir qui ils vont recruter autour, mais en fait, j'ai l'impression que peu importe les noms que tu mets autour, il y a un truc qui, moi, dans ma tête coince, surtout ce dont on a parlé depuis le début, cette histoire de troisième option, de machin. Donc, il y a un truc où je me dis, non, ils pourront pas gagner. Mais je suis obligé de les mettre parmi les favoris. Après, peut-être pas le grand favori, mais parmi les favoris, oui, je pense quand même. Ouais, moi, j'en fais pas du tout mon favori, en tout cas, pas du tout. Je pense qu'il y a trop de questions ouvertes autour de cette équipe. J'ai aucune confiance dans leur capacité à arriver et à faire des playoffs en étant en forme. Et sachant que, vu leur effectif, ils pourront pas se permettre d'avoir un de leurs joueurs majeurs blessé. Je veux dire, ça a été la limite, encore une fois, face aux Nuggets. Ça reste l'équipe qui a donné le plus de fil à retordre aux Nuggets. Et leur Big Three n'a pas pu jouer les 3 matchs, n'a pas pu jouer toute la série ensemble. Chris Paul était blessé. Moi, je pense que je vois pas de chemin pour Phoenix pour être champion. Bien sûr que ça sera une bonne équipe. Et encore, ça, il faudra qu'ils trouvent la bonne carburation. En fait, il y a tellement d'incertitudes que moi, je peux pas en faire mon favori, sachant que les équipes finalement qui sont allées plus loin cette année, c'est quand même les équipes qui étaient ensemble depuis plus longtemps. Et même on peut même mettre Boston dans l'équation, qui finalement a été jusqu'à un match 7 de finale de conférence. Là, je vois pas comment Phoenix peut gagner le titre cette année. Enfin, je vois pas. J'exagère un peu. On ne sait pas encore effectivement comment le roster sera. On sait que des saisons c'est long, des séries de playoffs c'est particulier. Mais honnêtement, j'y crois pas des masses. Et le truc, c'est que si c'est pas cette année, je vois pas pourquoi ce serait la saison d'après, ni celle d'après. Et c'est ça qui est le plus flippant du côté des Suns, si je suis un fan de Phoenix. C'est ça qui m'inquiète le plus. Moi, je partage aussi au passage pour la saison d'après. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai du mal à imaginer cette équipe championne tout court, je crois. Mais bon, on verra. De toute façon, là, encore une fois, il y a la draft cette semaine, il y a tout un tas de choses qui peuvent se passer encore. Je vous propose qu'on parte un petit peu, qu'on retourne un petit peu à l'Est pour voir du côté de Washington. Bon, on en parlait un petit peu en début de podcast. C'est quand même l'absurdité de ce contrat. Effectivement, voilà, le nouveau management qui est arrivé derrière a voulu faire table rase. Bon, on va arrêter de. Ça sert à rien qu'on passe notre vie à être 12e de la conférence Est. Il faut qu'on fasse un move. De toute façon, on ne peut pas monter vers le haut, donc il faut qu'on descende. Mais quand même, quelle absurdité. En fait, ce qui me rend fou, parce qu'à chaque fois, j'ai le sentiment de faire preuve d'humilité dans le sens où quand je vois quand on voit des décisions comme ça,
moi je me dis, bon, attends, mais moi je suis dans mon canapé, en France. Non, il y a certainement des choses que je capte pas qui peuvent motiver tel ou tel club à faire tel ou tel choix. Et en fait, au bout du compte, un an après, tu dis non, mais en fait, non, on avait plus raison, nous tous les trois dans notre canapé, à dire mais qu'est-ce qu'ils font les Wizards? On n'était pas les seuls, hein, ceci dit, à dire que c'était absurde de filer une no trade clause à Bradley Beal. Mais là, c'est encore plus flagrant parce qu'au bout du compte, donc, il récupère Landry Shamet, Chris Paul, donc à voir s'il sera conservé ou pas. Il y a peu de chances qu'il soit conservé. S'il n'est pas conservé, voir comment ça se fera. Parce que limite, ça sera encore plus fou peut-être de racheter son contrat. Parce que ça reste un joueur qui peut avoir une valeur peut-être en termes d'échange. Il y a peut-être des contenders, peut-être pas maintenant, mais en cours de saison, ou comme tu disais, Antoine, voilà, avant la deadline des trades l'hiver prochain, peut-être que Chris Paul pourra intéresser d'autres équipes. Il y a le cas de Kristaps Porzingis qui a une player option, hein, si je ne me trompe pas, cet été. C'est ça, si l'un de vous peut me confirmer ça, j'avais jamais dû lancer ça. C'est Antoine le spécialiste des contrats, mais je crois que tu as raison. J'avais pas ouvert la page pour Washington. Ouais, c'est ça, il a une player option l'an prochain à 36 millions. Voilà, donc quel avenir? Shai, on va te laisser la parole quand même. Hein. Je pense que t'es de loin le plus grand fan potentiel des Wizards. En tout cas, t'es ceux qui les regardent le plus. Hein. C'est lié à... Les gens doivent savoir. Hein. C'est juste parce qu'il y a Deni Avdija et que je suis le seul sur la planète à croire dans ses chances de devenir All-Star, Superstar, tout ce que vous voulez. Non, mais sur Bill, ils ont fait le move un an trop tard, même pour pas dire plus. Je veux dire, ça fait des années qu'on sait qu'ils sont coincés entre cette espèce d'impression qui peuvent accrocher les playoffs. Et en même temps, cette position d'être entre deux chaises, ça donne jamais rien de bon. Ils auraient dû adopter la stratégie qu'ils vont adopter maintenant. Je pense la fameuse table rase. Là, faut se préparer à avoir l'une des pires équipes en termes de bilan depuis très longtemps, à mon avis, parce que je pense que l'effectif va ressembler à pas grand-chose. Pour Porzingis, je sais pas encore, mais il est pas mal pour ça, Shai, parce qu'il y a Wembanyama à la draft l'an prochain, donc ça vaut le coup de tenter. Mais c'est ça le problème, c'est que ils sont en décalage surtout. C'est aussi pour ça que c'est bien d'avoir des dirigeants qui sont un peu visionnaires ou qui anticipent, comme on l'a vu dans plein de franchises. Là, les Wizards, c'est fou de se dire que l'année où il y a Wembanyama, ils se sont dit non, on va tenter le coup quand même. Avec Kyle Kuzma et tout, on peut créer la surprise en play-in, play-off. Mais non, ça n'a aucun sens. Là, je veux juste essayer d'être optimiste pour les Wizards en me disant ça y est, ils ont des gens compétents sur les postes importants du front office. Parce que le président Michael Winger qui a bossé un peu aux Clippers récemment et qui était à OKC avant, plus Dawkins qui était un entre guillemets apprenti de Sam Presti. Je me dis ces deux-là, ils ont été à bonne école, ils sont capables de faire des moves modernes, audacieux, et donc de partir de très très bas. Et c'est ce dont ont besoin les Wizards maintenant. Ils ont besoin d'avoir des nouveaux talents, de pas être bloqué avec un contrat. Enfin, le contrat dont tu parlais, Théo, il est invraisemblable et il était toxique. Enfin, c'était pas possible. Là, en 2023, une clause de non-trade, c'est peut-être la dernière qu'on va voir dans toute l'histoire de la NBA, je pense, vu sur quoi ça a débouché. Et un mec, sous contrat sur une aussi longue durée, avec un niveau qui est ok, c'est un All-Star, mais c'est que Bradley Beal. C'est pas il va pas te tracter tout seul vers 3 fois All-Star. Hein. On n'est pas sur 10 fois. Non, voilà, c'est un bon joueur. All-Star, Bradley Beal, quoi. C'est un bon joueur, mais quand c'est pas. Les derniers mecs avant lui avoir une clause comme ça, il y avait Dirk Nowitzki, Kobe Bryant. Genre, si tu en sors 2 autres, ça va être des Hall of Famers. Et Carmelo Anthony. Mais c'est un Hall of Famer, pour le coup. D'ailleurs, en passant, j'ai vu un mème qui m'a beaucoup fait rire sur si t'avais donné à Carmelo Anthony le supporting cast de Kevin Durant, il aurait 6 trophées derrière lui. Alors c'était du pro-mélo, hein, mais ça m'a fait rire. C'était pour rester sur Kevin Durant. Mais il y a un autre grand vainqueur de ce trade, c'est Kyle Kuzma, parce que là maintenant, il a son excuse parfaite pour se barrer en fait. Ah bah ouais, c'est sûr. Il pouvait activer son option pour tester le marché. Au début, c'était ce qu'il planait de faire. Après, il y a eu des moments où ça se passait plutôt bien à Washington, tu vois. Du coup, tout le monde lui disait non, mais reste. Bah là, c'est bon, il peut dire non, arrêtez. C'est pas le même projet, quoi. Il peut aller se barrer ailleurs. Il y aura un petit joueur sympa à aller chercher là sur le marché, Kyle Kuzma. Attends, pourquoi il partirait? Il va pouvoir prendre tous les shoots. Putain, il va pouvoir tourner à 25 points de moyenne et envoyer des tweets à Spencer Dinwiddie toute la saison. Il va pas se payer. D'ailleurs, au passage, c'est vrai que je dis ça, mais tu as raison. Les Wizards, il va falloir payer quelqu'un.
Il va falloir payer quelqu'un, ils vont avoir besoin de joueurs malgré tout. Donc, Exactement. Là, maintenant, en plus, je crois qu'avec le nouveau CBA, tu peux pas juste être sous le cap et on trop distribue l'argent ou je sais plus quoi. Donc, en gros, il faut que tu aies quand même une certaine masse salariale. Derrière, Porzingis, il n'y a pas un joueur qui est payé plus de 10 millions. Il y a Kyle Kuzma qui a son option à 13 et derrière, c'est Montemoris à 9. Ouais. Landry Shamet, je pense qu'il touche 10. Il va pas rester, lui aussi. Je pense qu'ils vont le rééchanger, en fait. Ils vont tenter de récupérer, je sais pas, un 2 second tour ou je sais pas quoi, tu vois, contre Landry Shamet à un moment ou à un autre. Mais oui, pour revenir sur tout ça, sur Bill, ils l'ont prolongé avec son extension pour ne pas le perdre sans contrepartie. Mais en fait, honnêtement, c'est quasiment si... La contrepartie, elle est quasi nulle. En fait. Elle est nulle. T'aurais pu le laisser partir au bout du compte, ce qui est le pire des scénarios possibles, et être la pire équipe de la ligue et avoir une chance de choper Wembanyama cet été. Exactement. Oui. Et en plus, même tu sais qu'au moment où il part maintenant, il y a de plus en plus de sign on trade en fait. Tu sais où le joueur qui quitte sa franchise, il la met bien entre guillemets, même pour un truc mineur, tu vois. Mais enfin, je sais pas, les Warriors, ils ont récupéré D'Angelo Russell contre Kevin Durant. Il n'est pas parti, tu sais, c'était un sign and trade. Et ce qui leur a permis de récupérer Wiggins derrière. Et Exactement, tu vois. Et en fait, là, tu as juste la contrepartie du coup en question, c'est Chris Paul que tu vas sans doute envoyer ailleurs contre presque rien, voire rien. Landry Shamet que tu vas envoyer contre presque rien. Et du coup, c'est des second tours. Alors, on sait, des fois, il y a des second tours qui... Ah là, tu arrives à choper un mec. Mais déjà, si un mec t'arrivait à le choper avec le 39e choix, tu l'aurais sans doute chopé avec le 46e. Enfin, j'exagère peut-être, mais même, et surtout, ça, c'est une science ultra inexacte et ça demande de faire des bons choix sur des seconds tours de draft. Et... Enfin, je sais pas, la probabilité que les Wizards, ils chopent un mec super au second tour dans 10 ans... Bah surtout que là, ils sont en train de reconstruire aussi tout leur staff autour de scouting, etc. Donc tu sais que c'est effectivement c'est des plans sur la comète dans très longtemps. La valeur de Chris Paul, c'est un sujet intéressant, Chris Paul, quand même, de voir ce qui va se passer pour la suite au sujet de ce joueur. Parce que je pense que c'est quand même un joueur qui a encore une valeur, malgré tout, qui peut intéresser des gens. Donc ça va être vraiment intéressant de voir si comment dire, Washington le coupe en rachetant son contrat ou s'il le garde sous le coude en se disant non, il y a un moment on pourra l'échanger contre quelque chose d'intéressant pour nous, quoi. Là, ce qu'il se disait, c'est qu'il y a une troisième équipe qui allait se mettre dans le trade pour le finaliser et que Chris Paul irait dans cette troisième équipe. Enfin, si cette troisième équipe était les Clippers, évidemment, mais... Ah, pardon, vas-y, Shai. Non, c'est ça où du coup il est coupé parce qu'il a bien fait savoir après qu'il y a eu les premières l'information selon laquelle il allait être coupé dans un premier temps. Il a bien fait savoir qu'il espérait jouer encore longtemps et qu'il voulait rejoindre une équipe très très compétitive, ce que sont évidemment absolument pas les Wizards. Donc c'est ce qui explique aussi le timing avec Phoenix, c'est que le contrat de Chris Paul à un moment il passe garantie. Donc de toute façon, il faut que tu le fasses vite pour que tu aies une décision. Chris Paul, s'il est transféré maintenant, je pense, si je comprends bien, que l'équipe qui le récupère pourra encore décider si oui ou non elle le garantit ou pas. Les Clippers, l'avantage, il faut savoir une chose, parce que oui, un transfert dans la saison de Chris Paul, c'est possible, mais Chris Paul, il touche aussi 30 millions, c'est-à-dire que tu le gardes et du coup tu garantis, et 30 millions à bouger, c'est pas simple. Parce que si tu es un candidat au titre, t'as pas la place pour ajouter 30 millions dans ton effectif, donc tu dois envoyer un de tes joueurs majeurs. Et si tu es un candidat au titre, tu ne vas pas envoyer un de tes joueurs majeurs contre Chris Paul. Les Nuggets, par exemple, ils ne peuvent pas demain récupérer Chris Paul en cours de saison. Ou alors, ils doivent envoyer Kentavious Caldwell-Pope et Bruce Brown, tu vois, par exemple. Donc, en fait, le transfert, il faut le faire presque maintenant. Donc, il faut décider vite. Et les Clippers, pour le coup, eux, ils ont 2 mecs. Les Clippers, ils ont 50 mecs à 15 millions. J'ai l'impression que leur effectif, c'est Kawhi, Paul George et 50 mecs à 15 millions. Tu vois, voilà, ils peuvent en envoyer 2, que les Wizards essayons de refourguer. Eux, pour le coup, vont essayer de refourguer en cours de saison. Tu vois, des joueurs d'impact, genre les Robert Covington ou des gars comme ça, ou des Norman Powell, je sais pas, je vous donne des noms au pif parce que je me souviens plus de la liste des 50 mecs des Clippers qui touchent 15 millions, mais regardez leur effectif et c'est n'importe quel, vous piochez au hasard, et ça sera un mec à 15 millions. Tu vois, ces gars-là, ils peuvent les échanger plus facilement en cours de saison, quoi. Mais bon, ça reste pas simple, hein. Et ça ferait par contre, juste Chris Paul aux Clippers, ça ferait une autre semi-super team à Los Angeles, avec elle aussi plein de questions en fait. Ouais, tu rajoutes encore un mec qui a un historique de blessures et de comment dire de chat noir et de shkoumoun à un effectif qui est quasiment enfin voilà, les Clippers c'est quand même fou à un moment.
le jour où il y aura une oral history de tous les, comment dire, toutes les manques de chance, de chance, ou du moins de toutes les foirades de cette équipe des Clippers, ça peut faire un bouquin passionnant. Ça dépend si c'est Doc Rivers qui raconte l'histoire ou pas, par contre. Mais... oui, ça c'est pas mal. En fait, dans ce cas-là, il faut le tome 2 qui a un truc de debunk de tout ce que Doc Rivers te raconte sur comment ça s'est passé, ou comment on réécrit l'histoire en 10 leçons par Doc Rivers. C'est pas mal ça aussi. Ouais, non, bon, Washington, bon, de toute façon, au moins, maintenant, ils savent où ils vont. C'est plus ça, quoi. C'est ce que tu dis tout à l'heure, Shai. Au moins, ils savent que le franchise player sera israélien et tournera à 25 points, 7 rebonds et 6 passes de moyenne l'année prochaine. Voilà. Vous êtes prévenus. Vous pourrez pas dire que vous n'êtes pas prévenus. Ça, c'est clair. Il y a qu'ici et ici en premier que vous l'aurez entendu. Ça, c'est sûr et certain. Antoine, t'allais rajouter un truc. Je te sortais le moqueur, là. J'allais dire, je suis pas sûr que les Wizards gagnent 20 matchs l'an prochain, mais bon. Bon, de toute façon, on va attendre les derniers éléments du trade pour voir un petit peu ce qui se passe autour de ce roster-là. On va refermer la page sur cette équipe Oni de la conférence Est, enfin Oni du moins maudite de la conférence Est, et sur ces Suns ambitieux, mais pour qui ça semble compliqué quand même cette année. On vous rappelle, cette semaine, donc jeudi, la draft. Alors, si vous ratez le premier pick, c'est pas très grave. Par contre, soyez là pour les 2, 3, etc. Parce que c'est là que ça va commencer à être intéressant. Le premier, on sait à peu près tout ce que ça sera. Comme je vous le disais, on aura un dispositif vraiment lourd autour de cette draft sur Basket Session, sur les réseaux. Voilà, soyez à l'écoute. Nous, on vous donne rendez-vous dès demain matin pour le CQFR. Et puis, il y a de bonnes chances qu'on fasse un numéro du podcast un peu spécial pour revenir sur la draft en détail en fin de semaine. Merci encore de nous suivre. Merci pour tous les commentaires que vous mettez. Si vous nous suivez sur les plateformes de streaming, n'hésitez pas aussi à mettre une note. Alors, on sait que c'est casse-pied de vous demander ça, mais c'est vrai que les algorithmes apprécient. Et dans cet ordre d'idée, on vous remercie vraiment de tous les commentaires que vous pouvez les mettre, notamment sur YouTube. Ça au-delà de nous booster le moral, c'est vrai que ça a un impact assez important. Donc merci encore de nous suivre. On va continuer d'essayer de progresser et de vous en donner toujours plus. Restez à l'écoute et nous, on vous dit donc à très vite. Ciao les gars. Ciao. Ciao. Out there, and it's either play or get played.